démocratique du Congo, la capitale, Kinshasa, la RDC, pays d'opportunité, pays de Lumumba, pays de Kasavubu, pays de Désiré Joseph Mobutu, pays de Laurent Désiré Kabila, pays de Joseph Kabila, aujourd'hui pays de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. On en parle dans cette émission. Nous traitons souvent l'actualité avec les acteurs majeurs dans notre pays. Votre émission Duel, c'est chaque jour du lundi au vendredi à partir de 11 h et la rediffusion à 22 h chaque jour. Si vous avez besoin de prendre part, vous n'avez qu'à nous appeler. On peut juger votre niveau et on peut vous recevoir. On est en République démocratique du Congo. Vous êtes sur la chaîne de la première dame, de la chaîne de la maman nationale. J'ai dit également un grand merci à notre PCA qui est le ministre compétent, ministre des hydrocarbures, M. Didier Bidimbou, l'homme de 27 blocs pétroliers. On en parle sur ce plateau avec mes invités. Je suis avec Monsieur le DG, Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Auto Garage. Monsieur le DG, vous êtes économiste, diaspora. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je te remercie, Delphin. Je sais que l'excellence est de côté de la chaîne satellitaire de Kinshasa. Et d'abord, je vous remercie parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit l'invitation et surtout pour les enjeux de la République démocratique du Congo. Je remercie aussi les deux co-débatteurs, les excellents qui sont en face de moi, M. Papi et puis M. Armand, y compris l'équipe technique qu'on ne va pas oublier, et tous les Congolais et Congolaises de la République démocratique du Congo qui vont avoir la particularité de nous suivre aujourd'hui, y compris les Africains, même les gens des autres continents qui ont choisi la République démocratique du Congo comme un terrain d'agir. Les gens ont besoin de vous voir aujourd'hui. Vous êtes encore très beau. Hein. En tout cas, merci. Je vous remercie. C'est la beauté de la République démocratique du Congo. Je crois que, bon, ça c'est d'abord... Mais la beauté de la République démocratique. Oui, je suis un Congolais. Donc c'est normal. Donc ça, c'est exigé pour tous les Congolais pour qu'on se protège. Merci. Coronavirus existe, les DG montrent toujours l'exemple, il faut toujours continuer avec votre... Parce que de l'autre côté, nous avons la présence d'un doyen scientifique du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Kalanga est bientôt là, il y aura un congrès, à moins que je me trompe, c'est Joseph Kabila qui sera réélu. Comment? Monsieur Papi Lokaka, c'est le bienvenu. Prenez le micro. Oui, je vous remercie sincèrement. Je remercie DG Takizala et Monsieur Armand, Maître Armand. Maître Armand. Je salue les Congolaises et les Congolais qui nous suivent. Nous vous invitons à une culture politique de participation et à éradiquer l'ignorance et à inviter les valeurs républicaines pour le développement de la RDC. Voilà. Merci. À côté de vous, nous avons M. Armand Lokeka, lui qui est coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. M. Armand, soyez le bienvenu. Merci, M. Delphin. Merci. Je remercie tous les auditeurs et puis, je ne sais pas comment appeler le co-débatteur. Voilà. Excusez-moi, je pensais que j'en avais. Je remercie d'abord que tu aies pensé à moi aussi et puis me faire rencontrer avec des techniciens et puis des scientifiques sur un plateau qui va parler aujourd'hui du duel. Mais ils ne sont pas co-débatteurs parce qu'on va échanger, on va se compléter plutôt. Ça sera pour certains des enseignements, pour les autres sont des découvertes, pour les autres sont des innovations. Poussez bien votre micro. Pour les autres sont des informations. Donc ils ne sont pas mes co-débatteurs. Nous allons nous compléter, échanger, réfléchir sur le Congo afin que nous puissions tous cheminer dans la même direction. Voilà, je regrette l'absence de Maître Fonch. Je ne sais pas s'il a pris la poudre d'escampette, mais le défi, il était qu'il soit aujourd'hui. Maître Fonch, vous n'êtes pas venu, hein, donc vous avez vu bien comment. Mais cela n'empêche pas que nous puissions réfléchir. Pays, la RDC face aux défis à relever, on en parle, vous êtes sans ignorer que la RDC, c'est un éléphant qui est censé apporter de l'aide à plusieurs pays qui nous entourent également, à l'humanité en général. Mais on se pose des questions. Est-ce que ce pays a un capital humain important ou un capital humain utile pour essayer un peu de booster ces pays? Parce que nous avons presque tout, mais apparemment, la RDC, c'est un éléphant qui est par terre, hein, qui cherche de l'aide. Mais au moment que la RDC devrait plutôt aider d'autres pays à aller de l'avant. On en parle sur ces plateaux, mais avant ça, il y a un acteur politique majeur
dans notre pays. Lui, il s'appelle le président des décidés, M. Martin Fayulu, qui a fait des révélations qui dérangent plus d'un. Il a dit, les députés de mon pays, nous avons 500 députés, en République démocratique du Congo, notre parlement, donc la Chambre basse à 500 députés, mais ces députés, selon les salaires connus, ces députés avaient le droit d'avoir au moins 6 000 $ ou 14 000. Mais sous le régime Tshisekedi, selon lui, c'est triplé. Où, on a ajouté, ils sont maintenant à 21 000 $ avec tous les avantages liés à leur salaire. Mais ça a suscité une actualité pour dire que ces députés gagnent plus par rapport à ce que la population devait plutôt bénéficier. Est-ce nos institutions consomment beaucoup au détriment de la population? Cette question mérite d'avoir des réponses sur ces plateaux. Mais je préfère commencer par Maître Armand, lui qui est l'homme du droit. Monsieur Armand, vous voyez derrière vous, il y a le président Martin Fayulu. Avant tout, est-ce Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui peut être un modèle pour plusieurs? Est-ce que c'est un leader? Est-ce qu'il garde encore sa crédibilité? Oui, certainement. Merci pour la question, parce que je ne souhaite pas opiner sur la personnalité d'un politicien congolais. Avant d'arriver sur ses propos, il faut identifier d'abord la personne. Il est président d'un parti politique et d'un grand parti, et SID, qui traîne aussi une population et un peuple, des membres et des adhérents, des cadres intellectuels qui sont dans son parti, qui le comprennent. C'est un candidat président de la République. Malheureux, qui a obtenu un pourcentage conséquent qui ne peut pas être négligé au vu de l'apport et de la considération qu'il a reçu à plus de la moitié du peuple congolais qui ont compté sur lui. Et malheureusement, l'élection veut dire gagner. Il n'a pas gagné, mais la considération, c'est un leader. Déjà au travers d'un pourcentage de voix qu'il a reçu. C'est un leader. On dit qu'il a perdu ses rappeurs, il a perdu son discours, il n'a plus quelque chose à offrir à la nation. Non, le problème, c'est que le pays a un modèle de politique qu'il faut adapter. Vous comprenez? C'est un modèle de politique qu'il faut adapter. Parce que l'opposition chez nous, ça ne peut pas se lier uniquement à critiquer, mais aussi à dénoncer, parce que c'est la police du pouvoir. Quand il y a un abus, c'est l'opposition qui se lève pour dire, voilà, le pouvoir abuse de la confiance que le peuple a transférée à ceux qui dirigent au travers tel comportement, tel comportement. Et M. Fayulu, en dénonçant un comportement qu'il trouve... 21 000 $. M. Fayulu n'a pas gêné, jusqu'à preuve du contraire, la vision de son opposition qu'il est en train de faire par rapport au pouvoir. C'est plutôt au pouvoir de sentir qu'il y a déjà un problème quand il y a 22 000 $. 21 000 $. Qu'un député peut gagner au moment qu'un enseignant... Un député gagne par mois et qu'ils sont à 500, il y a un problème sérieux. Au moment où les problèmes, non seulement de le comparer avec les enseignants, non seulement de le comparer avec... Même vous, le journaliste qui travaillez dans les chaînes nationales, combien vous recevez? Ce n'est pas à vous de poser des questions. Alors, le problème, c'est que quand on compare avec l'enseignant, c'est pour révolter l'enseignant, en fait. Parce que l'enseignant congolais, pas aujourd'hui qu'il est dans les ridicules. C'est pas aujourd'hui que l'enseignant est dans les ridicules. Moi, je suis là, je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'on me nomme un directeur d'une école. Je ne peux pas. Parce que je trouverais déjà qu'on me donne un statut ridicule. Alors, n'allons pas à ce niveau-là. Le problème, c'est que reconnaissons que si réellement M. Fayulu a des données, parce que personnellement, je n'ai pas vu de données, c'est un discours que j'ai vu balancer dans les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est d'avoir des données sûres et certaines qui nous rassurent réellement que les émoluments des députés sont à 21 000 $ américains par mois. Voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir si il garde encore sa crédibilité. Parce que quand vous dites qu'il a fait des révélations, il reste qu'il puisse prouver que c'est réel. C'est son rôle. En tant qu'opposant, c'est son rôle de révéler. C'est son rôle de dénoncer. C'est son rôle de dire
ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Merci. Et c'est au pouvoir de veiller et de vérifier et dire que ce que M. Fayoulou, ou ce que l'opposition est en train de dire contre moi le pouvoir, se faux. Voici l'émolument du député, Merci. voici le salaire de l'enseignant, voici le salaire du professeur, voici le salaire du policier, voici le salaire du militaire, Merci. voici le salaire du président de la République. Merci, Maître Armand. Merci, Maître Armand Lokeka. Je précise que vous êtes coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Donc, si le peuple souffre, ça vous concerne. Ouais. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence d'un DG. Lui, il s'appelle DG Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage, économiste et diaspora. Je vous prends avec votre casquette d'économiste dans un pays qui se respecte, où il y a les taux de chômage élevés. Est-ce que nos 500 députés peuvent se permettre d'accepter 21 000 $, au moment qu'il y a un enseignant de l'école primaire qui touche 200 $? De fait, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on peut traiter la chose. Le député ne va pas récupérer l'argent lui-même. Il y a un système. Je crois qu'il faut qu'on pense, par exemple, dans le secteur privé, le problème des rémunérations, c'est deux branches. Vous comprenez? Celui qui travaille dans l'agriculture n'a même pas la même pénibilité. Celui qui travaille, par exemple, dans le commerce n'a pas la même pénibilité. Automatiquement, c'est pour ça que vous voyez dans la partie privée de l'État, il y a ce qu'on appelle le mouvement syndic et la partie qui dirige l'entreprise. Et puis, avec tout le branche au niveau du ministère du Travail, on fixait le taux d'horaire des salariés. Normalement, aujourd'hui, il pose vraiment un vrai problème de salaire en République démocratique du Congo. Nous devons maintenant penser la conférence sur le salaire en République démocratique du Congo, de traiter avec tous les acteurs. À ce qui concerne, par exemple, les institutions publiques ou le mandat nominatif, ça veut dire que chaque institution a un budget annuel de fonctionnement. Et pendant ce budget annuel de fonctionnement, et nous avons aussi la masse salariale que vous appelez les députés. Et nous avons une institution valable de la République qu'on appelle la Cour des comptes. Ça fait que la Cour des comptes a un rôle à jouer là-dedans. S'il y a un vrai problème aujourd'hui et qu'il y a un grand décalage avec l'ouvrier du côté public et les postes nominatifs, maintenant il faut mettre ça d'une façon pas que ça soit comme une boule qu'on jette dans le mur. Il faut que ça soit avec quelque chose à un socle, que nous puissions maintenant débattre. Parce que logiquement, dans tout le poche de la République démocratique du Congo, nous devons injecter. Vous voyez, par exemple, mon frère vient de dire, le problématique est qu'on ne donne pas vocation à quelqu'un d'être du directeur d'école. Vous comprenez pourquoi? Parce que, vous demandez, la plupart, 3/4 des jeunes gens qui font les petits débrouillardismes, si vous lui posez des questions, 3/4 pouvaient être des enseignants. Mais si vous lui posez des questions, vous verrez que les gens là vont dire quoi? Non, 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 l'enseignement ne paye pas. Or, un métier, on ne le fait pas uniquement pour la rémunération, mais rémunération sous jour-rôle. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on soit le juste milieu. Si aujourd'hui, il se pose un vrai problème, qu'il y a un énorme décalage entre le salaire dans le secteur public et privé en République démocratique du Congo, nous devons faire le table rase aussi dans ce qu'on appelle le mandat des élites. En Chine, par exemple, l'élite n'a pas de privilège comme l'élite congolais. Ça, c'est la législation chinoise. Quand vous allez dans des pays scandinaves, l'élite n'a pas le logement de fonction. En général, il se retrouve là où il y a le ministère. Vous comprenez? Si vous allez en France, l'enveloppe budgétaire qu'on donne aux députés, y compris le permanence, y compris les gens qui entourent les députés. Vous comprenez? Donc, normalement, nous, aujourd'hui, vous avez bien intitulé au début de l'émission qu'il y a de multiples défis. Je crois qu'aujourd'hui, il pose un vrai problème de la masse salariale congolaise. Il faut qu'on ait le ministère de fonction publique, et le ministère du Travail, et les institutions qui ont l'habilité de faire le statistique salarial, parce qu'à un moment, nous devons chercher l'expertise d'ailleurs aussi pour les entreprises, des grandes entreprises congolaises. Il faut maintenant qu'on passe vraiment le problème de rémunération en République démocratique du Congo. Parce que la vie est chère en République démocratique du Congo. Cher Delphin. Nous ne produisons rien localement. Nous allons arriver. Je crois qu'aujourd'hui, ce problème, comme notre compatriote Fayoulou vient de... Mais il faut qu'on regarde ça avec un regard innovatrice, que nous puissions vraiment faire un table rase au niveau des rémunérations en République démocratique du Congo pour que ça pousse les autres à nous rendre service. Merci. Monsieur Papi Lokeka, prenez votre micro. Je précise que vous êtes au cadre du PPRD, un vrai scientifique,
parmi les têtes pensantes de ce parti politique, de Joseph Kabila Kabange. Pensez-vous, au regard de révélations du président de l'ECD, président Martin Fayulu, il y a l'injustice sociale. Au moment que le député gagne 21 000 et les autres, c'est des $100, 40 $, et 120 $. Oui, je vous remercie sincèrement. Je crois que le président de l'ECD, qui est un homme d'État congolais, et la beauté de notre démocratie serait dans son animation, dans ses contradictions et dans des points de vue à émettre au niveau institutionnel et social. Mais je prends la conférence ayant trait au marché public, dont les conclusions démontraient naturellement que l'économie congolaise serait malade. Et donc il faut une thérapie. Et en arrivant avec le millionnaire Takizala, et maître, il nous a dit quelque chose de plus excellent. Il faut une thérapie. Et le DG Takizala parlait d'une conférence de salaire à un prix économique et social. Et social, ouais. Donc nous avons des défis à relever sur l'aspect économique et social. Donc le Congo, mon pays, doit identifier les besoins. Les besoins. Et faire de ces besoins une gestion de la cité. Alors, il y a une division du travail. Il y a la nomenclature fonctionnelle. Il y a la tension salariale, il y a la masse salariale, il y a le SMIC. Donc, ce sont des notions importantes. Et les autorités habilitées à résoudre ce problème sont là. Les institutions. Alors, sa manière de réfléchir nous amène à le rôle dirigeant du gouvernement de la République. Parce qu'à l'heure actuelle, je parlais pas plus qu'hier de l'hybridité. Parce qu'en sciences politiques, quand vous analysez le mouvement des institutions politiques en RDC, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. C'est-à-dire, le régime et le système politique congolais seraient hybrides. Vous allez vous poser, est-ce que c'est du présidentialisme? Est-ce que c'est ce régime serait parlementaire, sémi? Sur le plan analytique, c'est hybride. Il y a des matières qui ne touchent pas au président de la République, je m'excuse. Il y a des matières, des responsabilités du Premier ministre. Je dis la stratification, la division et le contrôle. Alors, ce problème peut se résoudre aux énergies, à un groupe d'éclairés, des gens qui pensent que nous avons des problèmes et nous sommes obligés de résoudre nos problèmes, peu importe nos divergences. Alors, qui est député, parlementaire? Et comment il est payé? Maintenant, le fonctionnaire de l'État congolais. C'est à l'État congolais de résoudre les problèmes. C'est sérieux. Nous avons étudié que l'administration de l'État congolais, c'est l'appareil qui détient l'État congolais. Le président George Bush, lors de World Trade Center, il devrait être protégé par l'armée américaine et on l'amène dans un endroit qu'il ne maîtrise pas. Il demande les services, dit au président que c'est le secret de la défense américaine, monsieur le président. Et donc le président serait le locataire de la Maison Blanche.
doit avoir des techniciens qui protègent la présidence et les institutions. C'est ces fonctionnaires. Ils doivent être bien payés et bien traités. Donc, c'est une question sociale. C'est une question qui nous touche. Mais nous n'allons pas entrer dans notre manière de réfléchir dans ce que nous qualifions de polémique. C'est ce qui touche plus et ce qui seront moins. Alors qu'hier, mon cher René Fayoum était député. Il avait touché. Les mêmes causes, les mêmes idées. Et donc, à ce moment-là, quand on touche, on ne revendique pas. Donc, il y a un problème de société. Et donc, c'est important. Mais il y a quand même ce que nous pouvons, nous tous éviter, c'est ce qui soulève les tensions au niveau social. Donc, les acteurs politiques, les hommes d'État du Congo doivent aider le Congo. Monsieur Reagan, est-ce qu'on peut rentrer d'abord, s'il vous plaît? Soit protégé. Pour que le Congo soit protégé avec ses institutions. Mais le point de vue serait loi. Mais quelle est l'autorité habilitée? L'autorité, merci. L'autorité habilitée à résoudre le problème des fonctionnaires. Il s'agit des enseignants et des fonctionnaires de l'État. Dès lors que vous observez les fonctionnaires de l'État, et je salue mon cher frère Liao avec ses efforts multiples, mais le constat serait dangereux que vous entrez, vous trouvez une vieille classe avec quel rendement? Est-ce que le travail... Mais il faut réformer l'administration. Les réformes, il y en a, il y a des résolutions souvent. C'est la mise en application. Notre problème a procédé à des réformes, à des conférences, à des colloques. Merci. Et des concertations. Le problème, c'est l'individu qui est placé pour mettre en application. C'est-à-dire, il est le chef des fonctionnaires. Est-ce qu'il vient à temps? Est-ce qu'il lit? Est-ce qu'il contrôle? Okay. Donc, vous avez le chef, dès qu'il entre, il monte dans l'ascenseur, il ne sait pas le nombre de gens qui prestent. D'ailleurs, il peut être là, il est sorti, sans connaître les gens. Il est là au travail, mais il ne travaille pas. Non, il est là, peut-être sous l'aspect de beauté, mais comprendre que le banc ou la chaise que ce monsieur est assis est confortable. Merci. Pour un travail de production. Merci, monsieur Papi Lokaka. Mais je note que le ministre actuel de la fonction publique, monsieur Liaou, donc travaille. Ce qui est vrai, il y a l'augmentation quand même de salaire de plusieurs fonctionnaires de l'État. Et monsieur Reagan, est-ce que je peux prendre quelques richesses de notre pays, parce que la thématique d'aujourd'hui, la RDC face au défi à relever, on en parle. Est-ce que je peux prendre les coltons? Non, j'ai pas de richesses. Diamants, or ou cuivre, c'est mieux. Et mettez-nous ces richesses. Voilà. Monsieur Armand Lokeka, je précise ici que vous êtes le coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Est-ce que le pays comme la RDC, vous pouvez prendre ce micro ici, est-ce le pays comme la RDC, avec toutes les richesses qu'on a, est-ce que ce pays peut manquer de moyens pour payer ses fonctionnaires, pour donner un niveau meilleur de vie à sa population? Est-ce qu'il y a un problème de l'inconscience? Oui, moi je ne voudrais pas que nous puissions parler de la richesse naturelle seulement. Okay. Mais il faut aller au-delà, puisqu'il s'agit de la gouvernance. Et quand il est question de la gouvernance, un État ne compte pas nécessairement sur la richesse naturelle qui, à un moment donné, est soumise à des marchés divers qui peuvent
faire chuter le prix, balloter et qu'on sort tout ça. Mais il y a une richesse dans la gouvernance que l'État récolte au travers de recettes et de mise en place de lois sur des impôts, de recettes, des impôts, taxes et autres qui entrent pour enfler la caisse de la République. Puisqu'aujourd'hui, nous allons trouver des pays qui n'ont aucune richesse, mais qui sont des pays exemplaires à la bonne gouvernance. Okay. Vous comprenez? Vous allez prendre, par exemple, je prends l'exemple seulement de notre voisin, le Rwanda. Le salaire que reçoit un juge rwandais n'est pas comparable à un salaire que reçoit un juge congolais. Donc un juge rwandais est mieux payé que le juge 3 fois mieux payé que le juge congolais. Mais c'est un petit pays. Un professeur rwandais est 3 fois mieux payé qu'un professeur congolais. Mais vous n'allez pas balancer au Rwanda le diamant, vous n'allez pas balancer une richesse quelconque dont on peut vous dire. Vous allez le trouver sur les rivages, parce qu'aujourd'hui on va dire non, il tire profit du Congo pour s'enrichir. Mais même s'ils tirent profit du Congo pour s'enrichir, c'est de l'intelligence qu'ils ont mis en place. C'est de l'intelligence. Un pays qui veut réellement devenir un pays responsable, met de l'intelligence en premier lieu. Le problème pour nous, ce n'est pas le problème d'avoir une richesse pareille qui apparaît naturellement, mais de savoir gérer cette richesse-là, savoir canaliser cette richesse-là, et savoir faire tirer les profits de cette richesse à la population de base. Qui est censé le faire? Je te dis, c'est le pouvoir. L'État a un gestionnaire. L'État a un gestionnaire. L'État n'est pas un État nu pour dire que l'État est dans la rue ou l'État n'a pas de chef. Non, l'État a un gestionnaire. Et ce gestionnaire doit mettre la première des choses, l'intelligence. Deuxième des choses, le tact. Troisième, la prudence. C'est ce qui fait que l'on devienne intelligent et apprécié de tous. Ce minerai sont le minerai congolais. Okay. Monsieur Joseph Kabila, en partant, il a publié le code minier. Okay. Et c'est un code intelligent. Je l'appelle intelligent. Pour autant, pour ceux qui le comprennent mieux... Le code du salut. Le code du salut. Puisqu'il a eu des problèmes avec nos partenaires européens pour avoir permis que ce code soit adopté et promulgué dans ce pays, autant qu'il a mis de clés de protection en faveur de Congolais. D'abord, eux-mêmes, ils doivent bénéficier, à partir de la base, le bienfait de ces minéraux. Malgré que c'était en retard, hein, mais quand même, il a fait à la fin. Vous comprenez? Et c'est parmi, s'il faut peut-être ne pas entrer dans l'assiette politique, c'est parmi peut-être les éléments qui ont fait qu'il soit tellement mal vu à l'Occident. Parce que ceux qui tirent chaque jour le profit de ces richesses ne voulaient pas que le Congo ait une réglementation spécifique sur l'exploitation minière. Vous allez voir aujourd'hui, c'est dans 2 provinces où ce code a été vulgarisé, où ce code est mis en pratique. Ces 2 provinces sont en train d'évoluer. Nous prenons la province de Lualaba, la province du Katanga. Vous comprenez? Ces 2 provinces ont connu la vulgarisation du code, puisqu'il y a eu beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont venus exploiter les minéraux. Mais allez-y à Mbuji-Mayi chez moi, au Kasaï, allez-y au Sankuru, qui est allé vulgariser le code minier. Mais vous avez commencé par le diamant. Mais le diamant, il est où? Le diamant, il est au Kasaï. La bande de diamants le plus cher, où on parlait de... Il y a un diamant, s'il vous plaît. Loge le Sankuru jusqu'à Mbuji-Mayi. Mais qui connaît la valeur et le bienfait de minéraux de diamants chez nous? Et allez-y, regardez comment ça s'exploite. Regardez, j'ai fait la route de Mbuji-Mayi chez moi au Sankuru en pirogue. J'ai vu comment ça se fait. Sur la rivière Loubi comme sur la rivière Sankuru. J'ai fait de Sankuru jusqu'à Benadibele en pirogue. J'ai vu ce qui se passe sur le Sankuru comme sur la rivière Loubefou. Et c'est dans ces 3 rivières où s'installe la bande minière de diamants, qui commence par le Kasaï oriental jusqu'au Sankuru. Comment ça s'exploite? Quelle est l'autorité qui a déjà pensé au bienfait de cette exploitation qui doit commencer d'abord à développer la base? Mais nous avons les diamantifères ici. Je les ai reçus plusieurs fois, Ngoï Kasson, je les autres. Non, ne parlons pas de... Il est quand même député national et l'ancien gouverneur. Ne parlons pas des acheteurs, ne parlons pas des acheteurs de diamants, mais parlons de connaisseurs de l'exploitation minière.
Vous me citez. Il gère quand même cette Il est acheteur de diamants. Il est président. Il est acheteur de diamants qui se contente de l'anarchie pour son bénéfice. Oui, Kassonge. Donc, non, les acheteurs de diamants. Ils veulent que le diamant soit exploité dans l'anarchie pour leur propre bénéfice. Puisque une pièce qui coûterait 50 millions de dollars, il les prend chez un villageois à 2000. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune valeur. Et le villageois qui le prend en 2000, il n'a qu'un seul projet, il prend le 2000, il retourne dans un village, il marie une femme à 1000 dollars. Mettez-vous un peu de tout. Maître, c'est bon. Mettez-vous de. C'est pour vous dire que la responsabilité de Venez l'État... ici. Et ça va nous expliquer. La responsabilité de l'État revient que l'État fasse bénéficier le bien et les ressources, l'intérêt, la valeur de minerais naturels au peuple. Et plus je parle du peuple dans sa base naturelle, dans sa base locale. Puisqu'aujourd'hui, chez moi, il y a eu 2 pièces qui sont sorties, il y a eu un diamant de 100 carats. Mais les gens ne se posent pas la question, si au Sankourou, il y a un diamant de 100 carats, est-ce que c'est fini? Et cette pièce-là, disparue, partie, et qui a bénéficié, il n'y a même pas une maison en tôle dans ce village-là. Même pas une maison en tôle. Je me rappelle d'une histoire ici d'un diamant avec Lambert Mende, avec les gens de Sankourou ici. Pas seulement ce diamant-là. Ça fait plus de 3-4 diamants qui sont sortis du Sankourou et du Kasaï. Plus de 3-4 grands diamants. Et allez-y dans ce village-là, il n'y a même pas une maison en tôle. Or, le code minier a sécurisé les développements à partir de la base. Même le chef de l'avenue doit sentir que le diamant est sorti, puisqu'il a un pourcentage qu'il doit bénéficier de la rétrocession de la valeur. Mais les lois existent parce que vous êtes maître. Mais pourquoi ces peuples ne bénéficient pas de ça? ça? C'est là où nous disons qu'il faudrait une conférence sociale et économique qui va permettre aujourd'hui la vulgarisation de toutes ces règles de sécurité pour le développement de la population. Quand vous voyez quelqu'un parle, non, le projet de 145, oui, on le veut. Mais à partir déjà du code minier, ce secteur-là ne serait pas sans développement, puisque nous n'avons aucune province sans minerais. En RDC, que je m'imagine. Donc Dieu nous a bénis. Vous allez à Maniema, il y a des districts où quand il pleut, il y a de l'or à côté de maisons. Les gens ramassent de l'or. Les gens ramassent de l'or. Vous comprenez? Et tout ce genre de minéraux qui entourent le Congo, nos amis qui ne veulent pas de notre développement, qui ne veulent pas de notre émancipation, qui ne veulent pas de notre éveil, ne veulent pas qu'on vulgarise le code minier, ne veulent pas. Et c'est à ce moment-là où l'État bronche. Parce que l'État doit prendre ses responsabilités et engager des personnes habilitées. Pourquoi aujourd'hui nous avons une commission de violences sexuelles? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas une commission de vulgarisation du code minier? Pourquoi on n'a pas une commission de vulgarisation de petits commerces? Pourquoi on n'a pas une commission de vulgarisation de contrats de baux à loyer? Pourquoi on n'a pas une commission de vulgarisation? Tout ça, si l'État trouve qu'il n'y a pas moyen de fonctionner avec les ministres, parce que chaque ministre a des responsabilités au regard même de l'ordonnance qu'il a rendue ministre, de vulgariser le loi qui relève de sa tutelle. Merci. Mais aujourd'hui, laisse-moi, tu m'as laissé. Citez 5 secondes. Aujourd'hui, ce ministre qui sont dans le froid, vont-ils où pour vulgariser le loi dans lequel ils doivent nous gouverner? Et comment sont-ils dans le gouvernement? Donc, que veut dire le gouvernement? Donc, en quelque sorte, notre État n'est pas sérieux. Il y a une inconscience. Il y a une inconscience de l'État. Pour autant que ce sont des sujets sensibles et qui touchent même l'âme de l'État, l'État ne peut pas avoir de responsables. Plus de 150 jours, le ministre n'est jamais descendu dans une province pour vulgariser la loi qui est sous son contrôle. C'est une faiblesse. Merci Maître Armand. Merci Maître Armand Loké qui a regagné votre place. Donc Monsieur Mathieu Takizala, vous pouvez faire également le même exercice. Venez, s'il vous plaît, sur ce plateau. Comprenez, hein, on est en train de réfléchir Congo, la RDC face aux défis à relever. Le chef de l'État avait promis le peuple d'abord, les millionnaires congolais, mais la RDC a tout. Monsieur le DG Takizala, devant vous, nous avons nos richesses. Oui. La RDC Dieu nous a tout donné. Vous êtes entrepreneur, diaspora, économiste, chef d'entreprise. Mais qu'est-ce qui fait que le peuple ne puisse pas bénéficier de tout cela? Je sais que vous êtes trop pragmatique. Essayez un peu de nous aider. Je vous dirai quelque chose, Delphin. Le premier atout pour un État, c'est la masse. C'est la démographie. Parce que pour creuser ça, il faut avoir des hommes et des femmes. Et ces hommes et des femmes doivent être aussi formés, outillés,
accompagné par des corbeilles qu'on appelle l'entreprise. Mon frère a dit, d'une façon clandestine, ça ne va pas faire gagner la nation. Et quand vous observez dans tout le pays qui ont reçu, à part l'institution, l'administration, il y a aussi cette force entrepreneuriale. Si vous allez aux États-Unis, il n'y a pas qu'uniquement l'administration politique qui construit la nation. Vous allez trouver que la plupart des milliardaires au monde sont américains. Si vous allez en France, vous trouverez que dans chaque région, à part les élites, la France a des meilleurs élites. Il a de meilleurs professeurs. Il a aussi de meilleurs entrepreneurs. Dans chaque région, vous trouverez des entrepreneurs qui créent de l'emploi et qui permettent qu'on avance. Pour Mbujimai, je ne pense pas qu'il y ait une école de mine. On doit former. On doit former les gens. Il y a un problème. Oui, mais c'est ce que nous disons, parce que vous cherchez qu'on avance, on ne recule pas. En Mbujimai, il n'y a pas une école de mine. Normalement, la force de ces provinces, c'est à vocation minière. Donc nous devons avoir des écoles de mine pour former les gens qui sont dans ce terrain pour qu'on agisse à l'intérieur. En Mbujimai, vous ne trouverez pas 4 ou 5 industriels qui sont dans le secteur minier. Vous ne trouverez pas des logisticiens, avec des transporteurs qui peuvent permettre à louer et le pelleteuse, ainsi de suite. En Mbujimai, il n'y a pas une banque qui finance autour de mines. Vous comprenez? C'est là le vrai problème. D'où la nécessité maintenant de dire, voilà, break, on a beaucoup joué, mettons tablérage, conférence économique et sociale. Nous avons ce qu'on appelle commission, Conseil national économique et social. Ils chaisent ici, les économistes la plupart. Mais maintenant, nous sommes dans l'urgence. Et l'urgence aujourd'hui, on parle paix, mais avec des actions. En Mbujimai, à l'heure actuelle, on sera incapable de dire combien de gens qui travaillent dans cette industrie. D'une façon solvable. À part le petit créateur, l'industrie que nous représentons est en difficulté, l'amiba. Vous comprenez? Donc maintenant, il faut tablérage. Miba a été mis à genoux par les propres Congolais. C'est ce que nous disons. Ça veut dire que ce que vous cherchez pour que celui qui est à Bakwanga, celui qui est à Lobito, celui qui est du côté de Moneditu, celui qui est du côté de Chikapa, celui qui est du côté de Kananga, celui qui est du côté de Kikwit, pour qu'ils puissent bénéficier de ça, on doit mettre ce qu'on appelle les accompagnateurs. Les accompagnateurs, les écoles, les institutions, le banquier, l'administration, et vous verrez que ça va prendre de la valeur. Et aujourd'hui, ça ne prend pas de la valeur. Pourquoi? Tous les acteurs congolais qui sont dans ce secteur sont fragilisés. Et on forme peu les experts dans ce secteur. On croit que c'est l'apanage uniquement des législateurs, de l'État comme organe central. Mais c'est aussi l'apanage des experts sectoriels. Ça veut dire que nous devons avoir les entreprises congolaises capables de nous valoriser ce matière première. Et là, tu verras que en Mbujimai, il y aura de plus en plus de gens qui vivent avec ces pierres précieuses. Voilà. Monsieur Mathieu Tekizala, DG de l'entreprise spéciale Auto Garage, économiste et diaspora. Merci pour cette démonstration, mais nous allons revenir vers vous regagner votre... Le travail bien organisé. L'autre fois, les gens ont vécu avec latex, l'huile de palme, et ce n'était pas avec la hache. C'était des entreprises. Voilà. Et quand l'entreprise est dans le coin, vous verrez que le clandestin va reculer. Nos pierres précieuses, nous en avons besoin. Également, le peuple a besoin de bénéficier de tout cela. Mais nous allons rentrer du côté de la réalisation, prendre la publicité. Comme ça, nous allons revenir pour la démonstration de M. Papilo Kaka, lui qui va également nous parler de l'or, parce que nous avons suffisamment de richesses ici. M. Armand a parlé de diamants. Monsieur Tekizala également fait sa démonstration et Monsieur Lokaka va faire également sa démonstration. Nous avons aujourd'hui suffisamment les éléments avec les têtes bien faites pour essayer un peu de réfléchir. La RDC face au défi à relever, nous allons tenter de le faire avec l'intelligence congolaise. Prenons la publicité. Sur la chaîne de la Mama Nationale, c'est votre émission Duel avec les têtes bien faites de la République. Je rappelle, je suis avec monsieur Mathieu Tekizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage, économiste et diaspora. Également, de l'autre côté, monsieur Papilo Kaka, au cadre du PPRD, et maître Armand Lokeka, lui qui est coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple. Monsieur Papilo Kaka, vous pouvez venir devant la barre, parce que ici, nous devons réfléchir pays, essayer un peu d'aider la RDC à relever les défis. Prenez place.
Monsieur Riguin, je peux prendre l'or, s'il vous plaît. Monsieur Papilo Kaka, vous êtes au cadre du PPRD. La RDC a presque tout. Le monde entier nous envie. Mais pourquoi les Congolais ne bénéficient pas de ces richesses? Devant vous, nous avons de l'or. Qu'est-ce qui manque que nous puissions bénéficier de tout cela? Oui, je vous remercie. Quelqu'un pensait que l'Éternel Dieu Tout-Puissant passait la nuit en Afrique et en traversant l'Afrique, il a déposé des colis en RDC. Et malheureusement, le peuple serait en sommeil. Malheureusement. Okay. Alors, est-ce que les gens ne seront pas dessus de dire, quand nous allons affirmer que nous n'avons pas de richesse comme or et diamant, cuivre, cobalt, manganèse, déjà, au regard de la nécessité, nous pouvons dire que nous n'en avons pas. On n'a pas de diamant, on n'a pas d'or, on n'a pas de forêt. Parce que si nous avons la forêt, alors la forêt serait compassée comme l'Amazonie. Il y aura des dividendes. Et si nous avons l'or, ça serait visible et palpable. Le diamant et tout. Alors nous n'en avons pas. Alors quand nous allons nous décider que nous n'avons pas de l'or et que nous n'avons pas de forêt et de diamants, cherchons maintenant de l'or et des diamants. C'est à ce moment-là que nous allons dire que nous avons. Si nous allons identifier l'or à quel niveau, pour quel coût, avec quel entrepreneur, c'est cet acquis-là, ou maître arme. Et qu'est-ce que ça va produire? Sa rentabilité. À ce moment-là, ça serait calculable, chiffré. À l'heure actuelle, on n'en a pas. Parce qu'ils ont parlé ici. Le Congo des Zaïre souffre d'un problème d'organisation. Une organisation sérieuse. Okay. L'or, c'est dans la tête. La forêt, c'est dans la tête. Le diamant, c'est dans la tête. Donc, une intelligence stratégique avec des bons managers. Okay. Des bons managers. Qui sont les managers congolais capables d'identifier la rivière à Sankuru? À Befal aussi, il y a de l'or et de diamants. Et identifier ces rivières, ce manager, à mettre un projet pour que, à l'heure actuelle, nous industrialisons le pays. Hein. Vous avez dit, le secrétaire d'État a dit que non, vous ne pouvez pas industrialiser parce que nous nous sommes mis d'accord que vous restez comme ça. Alors, nous devons industrialiser chez nous, avec le rendement. Et le pouvoir organisateur, c'est ça l'État. Et si le pouvoir organisateur serait distrait, et c'est ça la conséquence, une bonne organisation. Et le DG Takizala a parlé d'une bonne administration. L'État, c'est-à-dire la collectivité, nous nous sommes mis d'accord qu'on ne soit pas sauvage pour avoir un appareil qu'on appelle État avec des dirigeants qui ont des mandats périodiques. Et quand il quitte le mandat, il va observer que ça, moi, je n'ai pas fait ça. Les autres vont continuer pour le faire. Le pouvoir organisateur, l'État. Le Congo souffre d'un problème d'organisation stratifiée, d'identification des besoins. Quand vous identifiez l'or, pour quelle fin? Hein? La navette spatiale a été lancée par les Américains. 93 millions de dollars. C'est-à-dire, ce citoyen américain, avec sa navette spatiale privée, peut acheter tous les Congolais. Est-ce que c'est un problème d'organisation? Est-ce que nous sommes sérieux d'abord?
quand quelqu'un lance une navette spatiale qui coûte 93 millions et qu'un pays de 12 pays de l'Union européenne a un budget de 8 milliards. Lui, il a lancé à 93 milliards. Et nous, nous avons comme pays, avec peuple et individu, 8 milliards. Est-ce que nous sommes sérieux? L'Américain, là, ne peut pas nous prendre tous. Donc, on a un problème de la géostratégie. Avec ce qu'on a, on peut multiplier notre budget. C'est comme ça que je dis. Nous avons tout. Nous avons un problème d'organisation de la cité. Donc, comment organiser la société congolaise? Comment administrer la société congolaise? C'est quand même honteux, M. Papi Lokaka, 62 ans après. Est-ce qu'il faut se poser encore cette question? Généralement, nous faisons... Maître Pinda n'est pas là. Le feu Papa Pinda nous disant, nous travaillons par essai-erreur. Généralement, notre manière de travailler, c'est l'essai-erreur. On peut aller même plus loin, c'est le tâtonnement. Parce que la planification, ça vient de se démontrer dans la conférence sur les passations des marchés. La planification, la budgétisation, l'orientation, le contrôle. Nous sommes dans un pays où le chef de service fait peur aux secrétaires généraux et aux ministres. Sur le plan administratif, il y a un problème. Quel est le rôle de la Cour de compte? Quelle est la différence entre l'inspection générale des finances et la Cour de compte? Le contrôle de tutelle, le contrôle administratif et le contrôle politique. Qui arrête qui et qui contrôle qui? C'est un problème de sérieux. Et donc, c'est comme ça que je dis, le développement, c'est un facteur humain, l'homme. Merci. Cet homme doit être qualifié, formé et connaître l'orthodoxie et la gestion de la cité, le rôle dirigeant de l'État, dans l'harmonie, dans l'identification des besoins, dans la planification. Alors, vous allez gérer le diamant et l'or, alors que les personnes habilitées à gérer le diamant et l'or ne sont pas identifiées. Vous avez vu un État 60 ans après, ne sait pas le nombre de son peuple. Quel projet? C'est déjà un problème sérieux. Merci. Un problème d'organisation. L'État d'abord identifie ses humains. Il va faire une projection de ses besoins. Alors l'État congolais ne sait pas. On est au nombre de combien? Cette question n'a pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Avec quelle projection futuriste? Merci. Donc on est dans les tâtonnements. C'est un problème Merci. sérieux d'organisation, d'une prise de conscience. C'est-à-dire, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau de la société, aucun Congolais peut organiser une marche pourquoi on n'a pas la carte d'identité. Demain, tout le monde se dit, on est Congolais, avec ceux qui entrent là. Quelle serait la différence? Et la société dite civile, la société politique, personne n'arrive à revendiquer que pourquoi nous n'avons pas de carte. Ça, c'est un problème sérieux. Merci, M. Papi Lokaka. Vous pouvez regagner votre place. J'étais sur ce plateau avec Maman Poto. La dame là m'avait dit, nous tous, quand on est en Europe, on nous appelle sans papier, on s'énerve. Mais je suis dans mon pays, nous tous, nous les Congolais, on est sans papier. Parce qu'on n'a pas de documents. On peut dire que dans notre pays, on est sans papier parce qu'on n'a pas une carte d'identité. Monsieur Reagan, si je peux prendre les statistiques, la RDC est quantième en Afrique comme pays pauvre. J'aimerais avoir cette liste en Afrique et au monde avant que M. Armand... voilà, la RDC, il faut chercher. Hein. C'est un peu de monter. Nous allons voir la RDC où on se trouve. C'est un peu de faire monter la liste. La liste, s'il vous plaît. On est, selon ce que j'avais vu, on est... voilà, la RDC. Voilà, s'il vous plaît. On est là. 43e pays pauvre avec tout ce qu'on a. Maître Armand, est-ce la corruption n'est pas la base de la pauvreté de la République démocratique du Congo?
Non, je ne veux pas dire oui. 43e. Je ne veux pas dire oui. Je ne veux pas non plus dire non. Parce qu'il y a une corrélation, il y a une connectivité entre les antivaleurs et la pauvreté. Parce que quelqu'un qui se laisse corrompre, ce n'est pas par plaisir. C'est par éducation, c'est par formation, et non nécessairement par manquement. Parce qu'il y en a qui en ont, mais qui sont toujours corruptibles. Ça, c'est un problème. Vous comprenez? Donc nous disons que la corruption ne peut pas être un caractère d'une pauvreté, mais c'est le caractère de manque d'éducation et de formation. Mais ça engendre de la pauvreté. Parce que quand vous volez l'argent, quand on vous corrompt, pour ce qu'il fallait faire pour les autres, je vais vous dire. Donc ça peut créer... Je vais vous dire. Okay. Alors maintenant, quand je parle de manque de la formation et de l'éducation, c'est parce que déjà à l'entrée du jeu, si la personne est formée, vous comprenez, il se dit, je connais la valeur sociale de la corruption. Qu'est-ce que la corruption représente sur le plan social? Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, demain être indexé comme corruptible ou corrompu. Automatiquement, la personne s'abstient. Vous comprenez? Et quand la personne ne connaît pas ce qu'on attend par corruption, tantôt il le traduit en langue locale en parlant de COP. Rétrocommission. Il parle de COP en langue locale. Alors, il ne comprend pas la valeur de la corruption. Vous comprenez? Et si la corruption était réellement une sanction, ça arrêterait aussi. Parce que les personnes corrompues hier, aujourd'hui, deviennent des ministres. Ils ne sont pas inquiétés. Ils n'ont jamais été inquiétés, ni même sanctionnés par la société. Mon ami a parlé, Papi a parlé de la société civile, dite société civile, ou la société politique. Que dire de la justice? C'est-à-dire que la corruption, c'est un comportement accepté implicitement, pour ne pas dire exprès, mais implicitement. Les Congolais ont accepté déjà la corruption. Mais la pauvreté du Congo ne vient pas nécessairement de cela, mais la pauvreté du Congo vient de la part de manque de l'éducation et de la formation. Vous avez un pays de 86% d'illettrés. 86. Vous avez seulement donné ici... Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de jeter nos pauvres sur le professeur congolais. Non, l'illettré ne veut pas dire professeur. S'il y a 10%, c'est-à-dire ce sont eux, ce sont nous. S'il y a 10%, c'est-à-dire c'est nous. Le reste, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nous. Parce que moi, j'étais, dans ce que je te dis, il y a une expérience vraie ici à Kinshasa, un très beau monsieur, en veste et cravate, il ne sait pas écrire son propre nom. Je l'ai vécu. Dans un bureau électoral. Vous comprenez? C'est un problème, ça. Alors, cette évaluation que nous faisons, ce sont des statistiques d'ailleurs qui ont été très longtemps. 86%, 84% d'illettrés. C'est-à-dire des personnes qui ne savent ni lire, ni écrire. Alors, le 14 ou le 15% de personnes intellectuelles n'ont pas d'assises pour être éduquées. Parce que la formation et l'éducation sont deux choses différentes. Moi, je suis une émanation d'une maison ecclésiastique. Je devrais être prêtre. J'ai commencé à être enseigné par les missionnaires qui m'ont dit, voici les vertus d'un vrai homme. En dehors de la science ou de la littérature que je devrais apprendre, ou je devrais me spécialiser en latin, mais on me donnait le civisme, comment vivre et comment m'habiller. Vous comprenez? Ça entre dans le cadre de l'éducation, on l'appelle éducation. Cette éducation fait défaut pour qu'aujourd'hui on arrive à parler de la corruption dans un pays qui voudrait réellement émerger. Il faudrait qu'on éduque. Moi, j'ai aimé une phrase de M. Joseph Kabila qui dit il a reconnu un échec dans son mandat de n'avoir pas réussi à transformer l'homme congolais. En tout cas, excusez-moi, moi, c'est une citation que je considère non seulement comme président de la République, mais c'est comme quelqu'un qui a réfléchi en science. Mon Dieu aussi que c'est un aveu d'échec. Mais c'est ce que nous voulons. Il a échoué. Il a échoué à les échecs sont en degrés. Quelqu'un qui a eu 47%, il a échoué. Celui qui a eu moins de 30%, il a refusé aussi échouer. Donc les échecs ne sont pas mis dans le même lot. Il lui a échoué en reconnaissant que j'ai connu les échecs. Mais l'échec le plus remarquable dans mon esprit,
le plus touchant en moi, c'est de n'avoir pas réussi à transformer l'homme congolais. Et l'homme congolais doit être transformé. Cela est un chantier qui serait un chantier de continuité. Là où l'autre a échoué, moi je vais y commencer. Et moi je pense, pour ceux qui accompagnent aujourd'hui le pouvoir, je parle du pouvoir, je vois mon président, ceux qui accompagnent le président de la République, auraient dû rappeler cette phrase à tout moment à l'oreille du chef. Il y a eu l'échec que ton précédent a reconnu. Nous devons considérer ceci comme un chantier. Et que faudrait-il pour que nous puissions réformer l'homme, arranger que l'homme devienne éduqué, l'homme congolais? Il faudrait mettre des principes. Merci. Ce principe-là, ce n'est pas en nous amenant, en nous copiant les formations LMBD, SCLD. Non, non, tout ça, ce n'est pas ça le problème. Il faut adapter le peuple avec sa formation de base. Vous arrivez chez moi, lisez ce que mon peuple peut attendre. Faites-les comprendre qu'est-ce qu'on entend par la corruption, qu'est-ce qu'on entend par l'insécurité, qu'est-ce qu'on a. Le mot insécurité, demandez de traverser le micro ici, demandez qu'est-ce qu'on entend par l'insécurité à Lingala. Combien comprendront? Et la corruption à Lingala, que quelqu'un te dise dans le concept purement de l'antivaleur, ils accopent, n'est-ce pas? Alors il faut faire entendre aux gens que le problème de la pauvreté du Congo vient par le déficit de l'éducation, puisque nous ne voulons pas réellement faire profiter à notre pays ce dont ce pays mérite. Merci. Monsieur le DG Mathieu Takizala, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la corruption? Parce que ça, c'est un mot terrible qui dérange la République démocratique du Congo. Parce qu'on peut avoir tout, mais on peut désorienter des projets à cause de la corruption. Parce que les gens veulent se remplir les poches au détriment de la population. Il y a les grands projets qui ont été désorientés parce qu'il y a ceux-là qui voulaient avoir un peu de chop-chop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez pourquoi on a créé la banque? Une question très questionnante. Voilà. Ok. La banque, c'est un vecteur anti-corruption. Tout est traçabilisé. Et si c'est un vecteur social, pour écraser, éradiquer les injustices sociales. Je suis planteur, mais avec l'argent de la communauté, je peux acheter un petit Land Rover. Ça signifie que je vais continuer à être planteur. Je suis un quado, comme on dit communément ici à Kinshasa. Je me pointe à la banque, automatiquement, la banque va m'avancer le fonds. Je deviens aussi un véhicule. Quand je roule dans la route, les gens ne diront pas c'est un quado qui est tenté de passer là. Vous comprenez? L'inemployabilité des Congolais est l'une des sources de la corruption ici. Oui. Okay. On a un pourcentage. Il y a combien de Congolais qui ont l'emploi? Même pas 30% de la population active. Mais on aime là, on aime est-ce qu'il y a Oukangalonzo? On aime là-bas. Même à Gisensu. Il existe? Non. Vous comprenez? L'outil statistique est important. Il y a des nations, dans notre enfance ici, si on disait vous étiez éthiopien, vous allez se mettre à se bagarrer. Mais aujourd'hui, on a mis tout le monde en mouvement. Aujourd'hui, sur le continent, l'Éthiopie devient un Eldorado. La Chine, de même. On met tout le monde au travail. Avant nous, Soudan, avant nous, oui, mais parce Djibouti, mais oui, mais Malawi, Éthiopie. Mais oui, mais maintenant. La RDC, oui, mais ça. 43e. Les gars, avec une petite organisation dans tous les compartiments de la vie chère Delphin, vous verrez que vous pouvez même dépasser l'Afrique du Sud. Il suffit qu'on monte en gamme. Moi, j'avais proposé un truc. Okay. Qu'à horizon 2035, nous devons être capables de créer en pourcentage 40% d'emplois. C'est vu qu'ils sont en pourcentage, non pas en chiffres, en montant, tout ça. Comprenez, aujourd'hui, les taux de chômage est de combien? Il est autour de 85%. Ça veut dire que si on crée 40%, on enlève combien? 40%. Il reste 45%. Rien qu'en montant ça, automatiquement, la ville va changer. Le Congo va évoluer. Vous allez voir que, et puis, faire des réformes réelles dans ce secteur. Ça veut dire que nous devons avoir des entreprises, mon frère. Sans entreprise, la corruption est le maître. Sans de réforme à caractère économique, la corruption va demeurer. Parce que l'homme, nous disons, l'homme, à part la formation,
scientifique, mais aussi la formation professionnelle. Beaucoup de gens qui ont le travail aujourd'hui en République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a la formation continue pour ces gens-là? L'Internet est arrivé. Tout est numérisé aujourd'hui. Mais allons-y dans nos administrations. Est-ce que tout le monde qui est là-bas sait taper à l'ordinateur? Demande toutes les communes de la République démocratique du Congo un site Internet. Si toi, tu es né, par exemple, du côté d'Idiofa, tu cherches l'extrait de naissance, tu seras obligé de prendre le camion jusqu'à Idiofa, non? Mais oui, mais c'est ça le problème. Okay. On doit basculer, mon compatriote. Si tu veux réussir, il ne faut pas avoir la peur d'échouer. Il faut risquer. Ne regarde pas ça comme ça. Dites, mais pourquoi nous sommes en 43e? Sur le point de vue mondial, si je regarde cette graphique, je vois que vous êtes on est à 179e position. Là, c'est le classement africain. L'Afrique, oui, je regarde, je suis habitué avec les graphiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit sur le point de vue africain, c'est 43e. Et pourtant, l'Afrique a 55 États. Vraiment. Vous comprenez? Il n'y a que 12 derrière nous. Mon frère. Donc, il y a une énorme problématique. Et d'où la nécessité de l'apport du scientifique, de l'intellectuel. On n'étudie pas pour obtenir le brevet d'école. On étudie pour absorber ces problématiques. Ça veut dire que la plupart de l'intellectuel congolais doit être capable de créer l'outil de production. Et celui qui est aussi l'intellectuel du côté de l'administration doit comprendre que ce graphisme doit commencer à nous déranger. Merci. Je viens par exemple dans le domaine de l'automobile. 5 secondes. Je sens que la ville de Kinshasa, on a formé des éminents économistes, des éminents ainsi de suite, mais nous ne sommes pas représentés. En tant qu'intellectuel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une interface congolaise, SAG, spécial autogarage. D'où maintenant les intellectuels qui sont en face de moi doivent m'accompagner, y compris le président de la République. Il doit jouer le rôle de Obasanjo. Ça veut dire qu'il voit déjà ce graphique-là, ça doit commencer à nous déranger. D'où la nécessité aussi du Premier ministre de dire non, nous sommes absents dans ce secteur et ce monsieur peut nous amener par exemple à la 30e position. Et c'est avec le travail. C'est possible. Et oui, sans travail, la Chine a monté sur le travail. L'Éthiopie sur le travail. Regarde la magie du monde. 9e position, Égypte. Pays désertique. Égypte. Gabon, 8e. Vous comprenez? Et là-haut, qu'est-ce qui se passe? L'intellectuel égyptien tourne sa tête. Nous avons le désert, c'est l'handicap, mais on doit montrer que le désert, c'est la nature. Moi, l'homme, je dois dominer la nature. 9e position. PNUD, une organisation sérieuse. Si je regarde encore là-bas, Maurice, une petite bourgade. Il est en 4e position. 2e position. Vous comprenez? Donc ça signifie que l'intellectuel de ce côté-là, Rwanda 24e. Oui, mais regardez d'abord là-bas, le peloton de tête. Rwanda nous intéresse. Le peloton de tête. Il n'y a pas un pays avec une superficie de la République démocratique du Congo, à part l'Égypte. Mais une grande partie est désertique. L'Algérie aussi, pays gazier. Mais il faut l'exception. Regardez Botswana. Cité. Vous connaissez là, c'est l'Afrique australe. Regarde, Botswana. Tunis, petit bourgade, mon frère. Donc, le vrai problème de l'intellectuel congolais, tout le monde doit comprendre que être en retard, ce n'est pas la fin du cycle, mais il faut comprendre que vous êtes en retard, il faut travailler. C'est le travail, il n'y a pas un autre mot. C'est la valeur du travail. Mettez les Congolais au travail. Merci. Merci, monsieur le DG Takizala. La RDC face aux défis à relever. C'est ça la thématique d'aujourd'hui. Je suis avec les têtes pensantes de la République. Mais monsieur Papilo Kaka, je vais encore vous demander de venir auprès de moi. Oui, venez. Alors, monsieur Rigan, je peux prendre la photo de l'IGF. Venez, s'il vous plaît. L'IGF, j'aimerais bien, parce que nous parlons de la corruption. Voilà. Monsieur Papilo Kaka, l'IGF est là, lutte contre la corruption. Il y a autant de rôles que l'IGF peut jouer. L'IGF d'abord, l'IGF, voilà. Qu'est-ce que l'IGF est censé faire? Et qu'est-ce que l'IGF ne peut pas faire pour aider les pays à aller de l'avant? Je vous remercie. Ok.
D'abord, je salue le patriotisme de mon cher aîné Alinguetti. Il est là. L'homme de rigueur. Je sais qu'il s'affirme. Et il veut démontrer le rôle de l'inspecteur général de finances. Et faire la promotion de son institution. Ok. Maintenant, la seule différence avec la Cour de compte. Ok. Parce que présidence de la République et puis en même temps inspection générale de finances. Ce qui fait que l'inspection générale des finances est gérée directement à la présidence de la République. Alors qu'il y a un département d'État ayant en charge les finances. Ok. Ce département s'appelle Ministère des Finances de la République démocratique du Congo. Alors, là, il y a une question sur la nomenclature fonctionnelle. Ok. L'État, le contrôle technique et administratif. Et puis il a le contrôle politique. Le contrôle politique se passe au niveau du Parlement. Et le contrôle administratif est orienté à la Cour des comptes. C'est sur le plan institutionnel et fonctionnel. Il y a les expressions, les experts savent que le pouvoir et la compétence liées. Vous avez le pouvoir, est-ce que vous êtes compétent? Le pouvoir arrête le pouvoir. Qui contrôle l'inspection générale des finances? En cas de dérapage, les sanctions sont orientées à quel niveau? Qui est l'autorité de tutelle? Je ferme la parenthèse. Vous avez parlé de la corruption. Oui, l'IGF sur la corruption. Généralement, si je réfléchis sur la corruption, c'est le diminutif de la mafia. Ok. Dans des pays non alignés comme le nôtre, ce qu'on parle de la mafia ailleurs... RDC, c'est un pays non aligné. Naturellement. Un pays qui n'a pas de carte d'identité, qui n'identifie pas les besoins en termes de logement, en termes de transport, en termes... Bref, il est classé 43e. Ok. Donc, c'est les pays qui souffrent de la... qui ont comme virus la malgouvernance, autrement dit. C'est comme ça qu'ils évoquent la bonne gouvernance. Chité. Alors, la corruption n'est rien d'autre que ce que les autres parlent de la mafia, déjà là où vous étiez en Europe. Parce que c'est institutionnalisé. L'autre fois, je vous ai parlé d'un cas d'une occupation armée à PTPT 57. Donc vous trouvez une organisation sérieuse avec des ramifications des ministères, les affaires foncières, la justice, l'urbanisme, l'armée, la police, et c'est institutionnalisé. Il faut vérifier. C'est ça, la corruption. Alors, dans le cadre de contrôle, est-ce que c'est le non-affectation des fonds? Parce que Maître peut avoir le fonds, ce fonds est alloué à SAD de Takizala, et que Maître n'a pas alloué le fonds, ça aussi c'est la corruption. Alors, est-ce que c'est le détournement de fonds? Les fonds, il y a le fonds que on devrait allouer pour l'achat de
de palissade se mettre, et que ce fonds-là a servi l'achat de chinchards. On n'a pas volé, hein, mais est-ce que ça a été détourné? Ça a été désaffecté. Donc, et déjà, qu'ils à la veille, ils le font. Et puis le matin, il n'y a pas ce fonds. Est-ce que ça a été volé? Et donc, volé, détourné, non affecté. Et qui sanctionne dans ces mégestions? Alors, le législateur congolais... 5 secondes, 5 secondes. J'arrive. Le législateur congolais a prévu les mécanismes de contrôle et des sanctions partout. Dans une entreprise, il y a ceux qui auditent. Dans l'État, au niveau du Parlement. Et donc, à chaque niveau. Maintenant, ceux qui étaient censés contrôler, s'ils n'ont pas contrôlé, c'est-à-dire ils font le paradigme de Godelier, le consentement du dominé à sa propre domination. Alors, je me dis, pour essayer de relever, c'est très grave. C'est comme ça que j'évoquais une petite notion de requalifier la marche de l'État. Merci. Merci, Monsieur Papilo Kaka, Monsieur Rigen. J'avais commencé cette émission en retard de 15 minutes. Si vous calculez, donc il faut que je termine à 45. Mais pas de problème, on comprend. Je veux donner 2 minutes 30 secondes, 2 minutes 30 secondes à chaque invité comme mot de la fin. Mais Monsieur Rigen, j'aimerais que vous puissiez, parce que nous parlons d'un sujet important, la RDC face aux défis à relever. Donnez-moi les images de camions avec le marchandise. J'aimerais avoir ça ici sur cet écran. Vous pouvez placer un mot si vous pensez. Voilà. Maître, vous pouvez vous mettre debout. Prenez votre micro. Nous voulons bien le développement. Le chef de l'État avait dit les social, le peuple d'abord. Mais dans nos villages, il y a la nourriture. Il y a les biens qui n'arrivent pas ici à Kinshasa parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas les transports. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces secteurs pour que le petit peuple se retrouve? Oui, j'aimerais, avant de répondre à la question... Vous voulez payer les arriérés ou ça enrichir? Je veux ajouter un petit, vous avez que 2 minutes 30 secondes. Un petit mot sur le contrôle de l'Inspection Générale de Finances. On revient sur la photo de l'IGF. J'aimerais dire qu'il ne faudrait pas que le Congolais mette l'Inspection Générale de Finances comme si c'était un individu. Voilà. C'est un élément important. Pas de problème. Ce n'est pas l'individu ici qui s'appelle Inspection Générale de Finances. Non. L'inspection générale de finances, c'est tout un service. Okay. C'est tout un service. Et qui est sous le tutelle du ministère de Finances. Et dans le monde entier, c'est comme ça. Vous comprenez? Quand j'ai vu le bureau, mon ami m'a révélé quelque chose. Il me dit, non, voilà, on est la présidence de la République. Non. C'est un service spécialisé qui est sous tutelle du ministre de Finances. Et même quand vous lisez l'ouvrage du professeur Vundoye qui est en train de partir sur le traité de droit administratif, parce que je suis en train d'écrire là-dessus, et il a parlé de contrôle spécialisé administratif de l'IGF. Contrôler, assurer le contrôle comptable, administratif, financier, a posteriori comme a posteriori, tout ça, ça revient à lui. Mais le seul défaut, c'est quoi? L'inspection générale de finances n'a pas la personnalité juridique. N'a pas la personnalité juridique. Que l'on devienne aujourd'hui de penser qu'il devient le contrôleur des infractions. Non, il devient le contrôle de traçabilité des finances publiques. Il y vérifie comment le respect de finances publiques a été engagé conformément au budget et conformément aux documents d'ordonnancement de l'État. C'est ça son rôle. Mais quand il s'agit d'une infraction, il fait le rapport à son autorité de tutelle. Celui-là appelle le contrôle d'un procureur général qui vient constater et transfère l'individu. Or, la corruption est une infraction déjà. Si lui commence à contrôler la corruption, c'est qu'il devient magistrat. Là, il y a un chevauchement et un empiètement sur les compétences, tel que l'a dit mon ami, qu'en matière administrative et dans chaque État, les compétences sont d'attribution. Quand vous ne l'avez pas, il ne faut pas le prendre. Merci. Alors, je voudrais revenir maintenant sur la photo. Voilà, regarde la photo. La photo.
Il vous reste 1 minute 30 secondes. C'est votre mot de la fin également. Oui, le mot de la fin, ça c'est un indice de pauvreté. Voilà. Ça c'est un indice de pauvreté. Est-ce que ça fait l'honneur à la RDC quand nous voyons un véhicule comme ça? Et c'est parmi les chantiers que j'aurais voulu que le ministre des Transports devrait commencer. D'abord à prendre des dispositions très rigoureuses pour interdire le télétransport au Congo, pas seulement dans la ville de Kinshasa. Deuxièmement, le pays tout entier a un problème sérieux de voies de communication, puisqu'il y a des endroits où les enfants sont nés jusqu'à l'âge de 15 ans sans jamais voir le véhicule. Parce que nous ne pouvons pas seulement nous cantonner au Congo, à Kinshasa. Il n'y a pas de véhicule, j'ai 15 ans mais je n'ai jamais vu la voiture. À l'époque, on voyait les voitures des missionnaires. Au moment où les missionnaires ne sont plus dans ce coin-là, il n'y a plus de voitures au Congo, il n'y a plus de véhicules. Alors, pour quitter de cette considération très pauvre de choses, ça demande tout simplement un peu de rigueur. Puisque moi, je reconnais que dans tout le Congo, il n'y a pas de production agricole capable de nourrir le pays. Parce que l'on ne produit plus. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas une sensibilisation. Il n'y a pas une compréhension sur le plan de base pour que les gens fassent le champ. À l'époque, Mobutu avait des agronomes qui aidaient. Et la présence d'un agronome dans un village aidait aux cultivateurs de se soumettre dans ces lignées pour avoir un champ. Aujourd'hui, tous ces ministres qui sont en ville de Kinshasa, sur 162, je ne pense pas qu'il y a de champ. Merci Maître Armand. Merci Maître Armand. Merci pour cette démonstration. Mais Monsieur Rigel, vous me mettez la pression. Pas de problème, je vous comprends. Mais j'avais commencé en retard de 15 minutes. Je vous donne 2 minutes, on termine l'émission. Regardez mes minutes. Donc, je n'ai pas glissé. Merci. Monsieur Takizala, vous avez 2 minutes. Comme ça, on termine avec vous. Rigel, changez-moi l'image là. Donc, un autre véhicule. Monsieur Takizala, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Kinshasa soit inondé de nourriture, parce que l'intérieur, nos provinces produisent. Mais ça n'arrive pas ici. Pourquoi nous ne sommes pas inondés? C'est l'absence de professionnels. Ça fait que ce secteur est du côté de l'informel. Regarde, ça veut dire que l'autre fois, on était inondés parce que dans chaque contrée de la République démocratique du Congo, on avait des professionnels. Logiquement, là, vous voyez le cancer de l'informel, comment il nous fait. Pensez-vous vraiment qu'une entreprise... Cancer de l'informel. Oui. Et oui, parce que ce mec-là, en faisant ce travail-là, voilà. Hein, il a été formé où? D'abord là, il abîme 3 choses. 3 choses. Okay. Quand vous regardez d'abord là, le tonnage n'est pas respecté. Okay. Il n'est pas respecté. Le sol, s'il était bitumé, le sol va prendre un coup. Là, il y a surconsommation. Lui-même, il n'est même pas en sécurité. Lui-même, le monsieur, il n'est pas en sécurité. Je ne pense même pas que ce véhicule a passé au contrôle. Donc, il peut avoir un problème de freinage. Vous imaginez le risque. Donc, c'est ça le vrai problème. Okay. Ça veut dire que si nous voulons être alimentés avec l'arrière-pays, nous devons maintenant chercher à créer des acteurs solvables. Merci. Les entreprises dans ce secteur. Ça, c'est une belle véhicule qui a fait l'épopée ici. C'est pick-up Peugeot 504. Merci. Lorsque la SNEL l'utilisait, il ne va pas mettre ça. Vous comprenez? Donc, je crois qu'aujourd'hui, dans ce secteur, et c'est l'une des secteurs qui peut nous permettre, cher Delphin, à créer le 40% d'emplois horizon 2035. Merci, donc, monsieur le DG. Faut professionnaliser le secteur. Nous devons avoir les transporteurs dans les routes congolaises et puis privatiser aussi les routes. Merci, monsieur le DG. Monsieur Papi Lokaka, 1 minute, on termine avec vous, le mot de la fin. À vous, si vous voulez vous mettre debout, 1 minute seulement, on termine avec vous. Les images, monsieur Rigel. Le défi de la refondation, de la réorganisation de la politique congolaise, il est important de procéder au socialisme scientifique congolais sur base d'un plan de développement. J'insiste, peu importe ce que nous allons faire, nous allons tâtonner toujours. Il faut un plan conçu pour des Congolais. Merci. Merci à monsieur Papi Lokaka, cadre du PPRD, un vrai scientifique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à monsieur Armand Lokeka, il est coordonnateur d'un courant de pensée pour le salut du peuple. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. De l'autre côté, les DG, Mathieu Takiza, les millionnaires congolais, DG de l'entreprise
Congo a droit d'avoir des millionnaires et vous verrez que la route ne sera pas comme ça. Merci, monsieur le DG. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Derrière la caméra, monsieur Eric avec son accompagnateur. Et de l'autre côté, monsieur Rigan, l'homme de la rigueur. Merci d'avoir été avec moi. Vous m'avez bien réalisé. Et merci à notre DRH, Popol Chongo. Merci à notre directeur de programme, Leker Mouchipa. Et merci à notre PCA, monsieur le ministre compétent, Didier Bidimbu. Et merci à la Maman Nationale, Maman Nationale, je précise encore. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h. Au revoir.